Francis, tu as la difficile tâche de reprendre derrière et de nous dire, alors nous sommes, nous humains banals ou extraordinaires, et notre Terre, plus Voie lactée, plus oui. Et plus sommes-nous seuls dans l'univers finalement, parce que alors c'est que ça a l'air d'être au milieu de choses. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et effectivement, cette question passe par une deuxième question, c'est est-ce qu'on est banal ou exceptionnel? Je dirais que les débuts de l'astronomie étaient un peu contraintes par l'Église, l'Inquisition à Rome. C'est-à-dire que si vous considériez que nous étions banals, vous étiez brûlés vifs. Giordano Bruno et d'autres. Donc pendant longtemps, les astronomes considéraient qu'il valait mieux être prudent, la Terre était au centre de l'univers, on était exceptionnel et tout allait bien. Bon, ça c'était le tout début. Et puis Copernic a évidemment jeté un pied dans la mare. D'ailleurs, il a sorti son livre, je vous rappelle, sur son lit de mort. Comme ça, il a évité les ennuis. Après, débrouillez-vous. Et ça, c'est la révolution copernicienne où il a mis le soleil au milieu. Et puis, depuis, je dirais, la fin du XXe siècle, la tendance, jusqu'à la fin du XXe siècle, la tendance était de dire on est évidemment banal. On est une petite planète banale autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, qui est extrêmement banale, qui est très fréquente dans l'univers. Donc, et le tout dans une galaxie de 100 milliards d'étoiles, donc il doit y en avoir plein partout comme nous. On était extraordinairement banal. Bonne nouvelle, ça voulait dire que, a priori, il devait y avoir plein d'extraterrestres capables, via, ça a été dit, Breakthrough Listen, le SETI aussi, il va écouter, donc on devrait pouvoir arriver à communiquer, en tous les cas écouter, des civilisations extraterrestres évoluées qui sont capables d'émettre des signaux radio qu'on puisse capter. Ça fait 40 ans qu'on l'écoute, on n'a toujours pas de signaux. Et puis il y a eu un autre élément qui a commencé à cristalliser, 1995, Meyer et Kellos trouvent la première planète extrasolaire. Ah, alors là enfin on en trouve une, c'est bien. Depuis on en a 4000. Vous voyez que je vais vite dans le processus, qu'on est pressé. On en a 4000. Et dans les 4000, j'aurais pu vous montrer une zoologie de ces planètes. Elles ont toutes les formes, de la taille de Jupiter qui est très grosse. Alors les plus petites, on a beaucoup de mal à les voir, mais donc on voit évidemment les plus grosses, et on voit les plus grosses près des étoiles. Et on voit qu'il y a beaucoup de grosses planètes près des étoiles. Même si c'est un biais observationnel, quand même. Les premières qu'on voit, ce sont des Jupiters chaudes. Et là, les théoriciens ou ceux qui modélisent la formation des systèmes planétaires se disent « Aïe, on a probablement négligé quelque chose. On a négligé la migration. Donc, il faut qu'on y revienne. » Et il y a des gens à Nice, par exemple, Alexandro Morbidelli, en France, mais aussi avec... il n'a pas travaillé tout seul, il a travaillé avec des Américains. Il a établi un certain nombre de modèles donc, de formation de toutes ces planètes, et notamment un modèle qui s'appelle le grand virement de bord, le grand TAC. Très récent, il n'a pas 10 ans, ce modèle. Et le grand TAC, il dit quoi? Il dit... Ça, c'est pas le grand TAC qui le dit. La première planète qui se forme, c'est Jupiter. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. C'est la plus grosse. Elle se forme au-delà de la limite des glaces, là où il y a... un noyau solide de 10 masses terrestres qui peut accréter le gaz. C'est ça la formation des planètes géantes. Donc Jupiter se forme très vite, 1 million d'années après le début du système solaire. Et Jupiter migre. Il n'y a pas de raison qu'elle ne migre pas, puisque toutes les planètes ont migré. Les planètes géantes ont énormément migré. Saturne se forme très peu de temps après. Peut-être quelques millions d'années aussi, et se met à migrer aussi. Et là se produit un phénomène tout à fait... on va qualifier d'exceptionnel. Enfin, moi, c'est mon commentaire. Pour moi, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne migrant vers le Soleil, Jupiter et Saturne se retrouvent en résonance. La résonance, c'est que quand Jupiter fait 3 tours, celle qui est la plus proche, Saturne fait 2 tours, la plus éloignée. Et là, me demandez pas pourquoi, mais appelez Monsieur Morbidelli, quand ces deux planètes sont en résonance 3-2, elles repartent. D'où le grand virement de bord. C'est-à-dire que Jupiter a migré, Saturne nous a sauvés, puisque c'est reparti.
probablement pas loin de la position où est Jupiter aujourd'hui, qui a 5 unités astronomiques, 750 millions de kilomètres. Pourquoi je dis que ça nous a sauvés? Parce que Jupiter était en train de venir mettre le big bazar là où Mars devait se former, là où la Terre devait se former. Et si Jupiter était resté dans ce coin-là, c'en était fini pour nous. La Terre ne se formait pas. Donc, il fallait que Jupiter reparte pour nous laisser la place. Donc ça, c'est un côté assez exceptionnel, quand même. Si c'est vrai, bien sûr, je ne dis pas que M. Morbidelli a raison ou a tort, mais ce modèle-là, il a, et c'est ça l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il explique la taille de Mars, il explique pourquoi Mars est trop petite, or c'est un problème que l'on a, et il explique aussi pourquoi la population d'astéroïdes entre Mars et Jupiter est telle qu'elle est, relativement dépeuplée, mais surtout avec des astéroïdes très hydratés et pas très hydratés. Enfin voilà, tout ça, on rentre dans des considérations un peu techniques, mais ce modèle du grand TAC, il est relativement consensuel aujourd'hui. TAC, T-A-C-K. Voilà, grand TAC. C'est un terme de marine, c'est grand virement de bord. Bon. Donc, premier caractère exceptionnel. Après, il y a un deuxième caractère exceptionnel qui est connu depuis longtemps, mais qui a eu un rebondissement supplémentaire, c'est le fait que nous avons une Lune et que cette Lune fait 1% de la masse de la Terre. C'est très très exceptionnel. On n'a pas d'équivalent ailleurs dans l'univers. Vous allez me dire, on n'a pas trouvé de Lune autour des planètes extrasolaires, donc c'est facile à dire. Ça y est, on a une exolune. Oui, peut-être une. Anyway, une. Mais elle ne doit pas faire 1%. Le problème, c'est que notre Lune fait 1% de la masse de la Terre. Et ça, c'est énorme. Si vous prenez Phobos et Deimos sur Mars, on est à 10-9, hein, on est à 1 milliardième de la masse. Donc 1%, c'est énorme. Ça a deux effets. Le premier, il est connu depuis fort longtemps. C'est Jacques Lascar qui a fait des calculs reconnus et non contestés. Ça stabilise l'axe de rotation de notre planète. En d'autres termes, nos saisons sont stables. 23 degrés, 50 minutes d'inclinaison fait qu'il y a de l'été et de l'hiver, puisqu'on tourne comme ça, autour du Soleil. La variation de cet axe n'est de 1 degré. Sur Mars, le même calcul où il n'y a pas la stabilisation, on passe en ce moment c'est 25 degrés, mais on passe de 10 degrés à 45 degrés. Enfin, plutôt 10 degrés à 45 degrés. Un bouleversement des saisons, considérable. Or, je ne dis pas, et Pascal Pic ne me contredira pas, je ne dis pas que ça aurait exterminé l'humain et exterminé le vivant, mais ça l'aurait quand même beaucoup pénalisé. C'est-à-dire que si une région devient tout d'un coup complètement glacée, les espèces vivantes qui y vivent sont gelées et meurent. Donc ça a quand même des conséquences. Et en gros, c'est tous les 100 000 ans, il y a des variations tous les 100 000 ans, et une grosse variation tous les 1 million d'années. Donc cette lune de 1% a cet effet sur la stabilisation du climat sur des échelles longues. Et il y a un deuxième effet, beaucoup moins connu, pas aussi consensuel. En fait, c'est une équipe allemande qui l'a publié il y a moins de 5 ans. Alors, vous savez que dans l'univers, je vous ai parlé de résonance, il y a un deuxième mot-clé dans le système solaire, pas dans l'univers, mais dans le système solaire, c'est effet de marée. C'est très structurant. D'ailleurs, puisque chacun fait un peu sa pub, le petit bouquin que j'ai en bas parle essentiellement de résonance et d'effet de marée sur la formation du système solaire. Et donc, cet effet de marée sur Terre crée la marée océanique. Alors, pas tellement en Méditerranée, on sait, même si elle fait 20 cm, la marée en Méditerranée, mais au Mont-Saint-Michel, elle peut atteindre 8 mètres, et ça crée une marée terrestre, hein, les gens connaissent moins, mais elle existe. Alors, il y a un autre effet qui justement a été publié par cette équipe allemande, qui est de dire l'effet de marée dissipe de la chaleur, la Lune crée un effet de marée sur la Terre, et cet effet dissipe de la chaleur à l'intérieur de la Terre. Et si on en croit cette équipe allemande, cette dissipation de chaleur à l'intérieur de la Terre a permis au cœur de la Terre de rester fluide, donc a permis l'effet dynamo, donc a permis de maintien du champ magnétique, et donc a permis, si le champ magnétique reste présent, à ce que notre atmosphère reste présente. Or, les effets de marée, vous savez que pourquoi il y a un océan liquide sous la glace d'Europe, c'est parce qu'il y a un très fort effet de marée de Jupiter sur Europa qui maintient de la chaleur et laisse cet océan liquide. Pareil autour d'Encelade, c'est la marée de Saturne, etc. Et on a pu montrer que Charon avait un océan liquide, mais que n'ayant pas d'effet de marée par Pluton, il a gelé. Donc, ces deux
paramètres qui sont d'une part l'existence de la Lune et d'autre part le fait que Saturne nous a sauvés, c'est-à-dire une configuration très particulière, nous rend un peu plus exceptionnels qu'on ne l'était il y a 30 ans. En d'autres termes, c'est pas une très bonne nouvelle pour les gens du SETI. C'est-à-dire que, maintenant je ne sais pas le quantifier bien sûr, mais ça veut dire que la particularité... C'est la recherche d'intelligence artificielle. L'écoute extraterrestre. Intelligent au plan technologique pour nous envoyer des ondes radio. C'est ça le SETI. Or, je parle bien de civilisation intelligente technologiquement. Ondes radio, voire soucoupes volantes. Bon, je ne crois pas beaucoup aux soucoupes volantes qui viennent nous visiter. Mais c'est bien de ça dont on parle. Donc, encore une fois, ces deux phénomènes un peu exceptionnels n'ont pas dû se produire ailleurs. D'ailleurs, les statistiques des planètes extrasolaires montrent qu'il y a... Le plus souvent, la grosse planète, elle est arrivée au bord de l'étoile, donc elle n'a pas fait le grand acte, elle y est restée. Elle a pulvérisé tout ce qu'il y avait sur son passage et elle a probablement empêché d'autres planètes de se former. Et donc, on est un peu plus exceptionnel qu'on ne l'était il y a 30 ans. Voilà.